Bonjour à tous, mon nom est Soren Sorensen, alias Dorian Gray, alias Vijay Sorensen. Je suis en compagnie de mon ami et talentueux musicien Yves Beron, alias Yves Z, alias Delassar, si je ne me trompe pas. Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Ça va bien. Ouais, super. Alors après avoir fait une première vidéo avec une chercheuse scientifique, Stéphanie Longet, l'année dernière, j'avais envie de poursuivre ces duos entre deux personnages normalement antagonistes, mais c'est pas notre cas aujourd'hui. Non. Et on avait avec Stéphanie échangé sur les similitudes qu'il y avait dans son domaine scientifique et dans notre domaine artistique. C'était vraiment très intéressant. J'avais envie qu'on fasse cette vidéo ensemble parce que nous sommes amis depuis très très longtemps. Je vais pas dire depuis combien de temps, mais ça fait un bail comme on dit. Et nous sommes tous les deux nés en Suisse romande, donc partie suisse francophone, et on a chacun un parcours que j'ai trouvé étonnant. On va dire que j'ai surtout trouvé le tien étonnant. Comme je trouve le tien étonnant. C'est ça. J'ai souvent vu dans ton regard, pour prendre l'une de tes chansons, mais aussi dans tes propos, un étonnement par rapport à mon parcours. Donc on s'est finalement étonnés tous les deux. Et j'avais envie qu'on puisse imprimer en vidéo aujourd'hui, en tout cas poster ça sur YouTube, pour raconter un peu comment deux artistes de générations un peu différentes, mais qui sont complémentaires, ont réussi à poser les bases dans un pays qui est quand même assez étonnant, parce qu'il y a un nombre de musiciens au mètre carré. Hallucinant, c'est incroyable. Tu confirmes ça ? Totalement. Mais en fait, pour voir, en fait, on est les deux nés à Genève. D'accord, tu me l'apprends. Comme quoi, c'est magnifique de faire cette vidéo aujourd'hui. Oui, c'est ça. T'es bien né à Genève. Je suis né à Genève, absolument. Comme moi-même. D'une mère américaine et née en Allemagne, et d'un père valaisan. Donc j'ai 3 cultures, 3 langues maternelles. Toi aussi, tu maîtrises l'allemand, l'anglais et le français. Et on a toujours, tous les deux, composé la musique. Déjà, première chose, nous sommes des auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs artistiques. Totalement. Parce qu'il ne faut pas confondre la production financière et la production artistique. Et on va prendre par le commencement, par notre rencontre à la Radio Nationale Suisse. On va l'appeler comme ça. Oui, on va l'appeler comme ça. C'est bien comme ça. Il n'y a pas d'équivoque, c'est très bien. Exactement. Ouais. Donc j'avais le privilège d'y travailler en tant qu'animateur-producteur, on appelle ça comme ça. Et j'allais entrer en émission. Et forcément, avant moi, il y avait un collègue qui était en émission lui-même et qui interviewait un musicien local, on appelait ça. Et c'était toi. Et j'ai entendu, en entrant dans le studio à pas de loup pour pouvoir m'installer tranquillement, que tu parlais du groupe Genesis, qui était, et qui l'est toujours, l'une de mes sources d'inspiration, si c'est pas la première source d'inspiration de tout ce que j'ai bien pu faire dans ma vie, en tout cas harmoniquement. Et je me suis dit, mais ce groupe dont personne ne parle jamais vraiment, mais qui est un des plus grands groupes anglo-saxons de tous les temps, qui a aujourd'hui une 50aine d'années depuis sa formation, lui en parle, mais qui est-il ? Alors j'ai attendu qu'on passe l'émission l'un à l'autre, j'ai dit, il faut qu'on prenne nos contacts. Oui, je me rappelle, puisqu'on m'avait demandé, pour la préparation de l'émission, de parler de 3 artistes qui m'ont influencé. Et parmi ces 3 artistes, il y avait Genesis, où j'ai fait jouer dans cette émission The Lamb Lies Down on Broadway. Et je me rappelle très bien, t'es rentré dans la... Là, t'as eu la peine à être discrète, tu dis, on joue du Genesis ici. C'était l'album de 1974 avec le premier chanteur Peter Gabriel, le deuxième étant Phil Collins et le troisième Ray Wilson. Exact. Et évidemment, y a des choses comme ça qui font qu'on rencontre un ami, on rencontre une femme, on rencontre un homme sur des choses extrêmement fortes. Et ça, c'était le point de départ de notre relation amicale. Et à partir de là, on n'a plus perdu contact, puis on s'est rendu compte petit à petit qu'on avait la même façon d'aborder la musique, et que toi, tout comme moi, avons commencé par créer un groupe, alors qu'on est finalement des solitaires. Absolument, et moi je me rappelle qu'en fait, moi ce qui m'a flashé avec toi, c'est que je me suis rendu compte qu'en te rencontrant, je rencontrais quelqu'un qui avait une exigence très haute sur la production. Et moi j'ai toujours mis une exigence extrêmement haute sur la production et sur l'exécution des parties instrumentales, et de présenter déjà une démo, il fallait qu'elle soit presque professionnelle. Et j'adore parce que j'avais rencontré tellement peu de personnes qui avaient cette entrée et ce know-how, que là tout de suite ça a matché, en plus de la sensibilité et de la manière de se positionner dans le métier. Voilà. Et vraiment la composition, les paroles et la production, parce que c'est vraiment des métiers différents combinés en un.
Absolument, j'ai évidemment pensé la même chose de toi. C'est vrai que quand on a cette exigence et qu'on est dans un petit pays comme la Suisse où il y a une scène musicale très fournie, mais finalement peu de gens qui traversent les frontières et pas assez d'exigences, à notre goût en tout cas, alors après ça peut être mal pris. Toi et moi on a pâti aussi d'une image et du fait qu'on est des gens à la fois, je me permets parce que je parle de toi mais c'est de moi que je parle aussi, à la fois exigeants et sensibles, et ça peut créer une espèce de confusion chez nos interlocuteurs. Donc ça c'est aussi quelque chose dont je me suis rendu compte, puis on s'est vu assez vite et on s'est fait écouter ce que tu appelles très justement des démos mais qui sont des maquettes pour les francophones, donc des choses qu'on enregistrait à la maison le mieux possible. Oui. Et c'est vrai que c'est là qu'on peut savoir si un musicien, quel est son talent de 1 à 10 comme en médecine pour la douleur. Comment réussit-il sa démo? Comment arrive-t-il à seul déjà à mettre en scène sa musique? Et puis on était respectivement, je crois, toujours assez étonnés. Donc toi, tu as commencé avec un groupe qui s'appelait Maladie Honteuse, c'est ça? Oui, en fait, c'est le deuxième groupe. Le premier s'appelait Dying, mais on était vraiment des adolescents. Et puis on a été... mais c'est vraiment les premières armes, c'est Dying, mais après, c'est Maladie Honteuse qui a décollé en Suisse. Ça, c'est certain. Ouais. Que tu écris donc de manière différente. Hein, oui, alors en Suisse allemande, on nous disait Maladie Honteuse avec un X, mais nous, on a toujours écrit Maladie Honteuse avec un Z. Un Z, il y a un apostrophe? Non, il n'y a pas d'apostrophe. Okay. On a mis comme ça parce que c'était plus original. Et donc, à partir de là, donc, toutes ces aventures, tu les commences en famille finalement, parce que tu as comme moi un frère avec très peu d'années de différence, avec lequel tu as partagé cette première aventure, qui a ensuite donné naissance à une deuxième qui est Tabou. On va vite parce qu'on va aller sur ce qui a vraiment marqué Maladie Honteuse. Il y avait déjà un certain public. Il y avait un super public dans toute la Suisse en fait, parce qu'on a eu la chance de décrocher des tournées. À l'époque, c'était la tournée d'un grand supermarché dont on taira le nom, qui offrait une tournée par année. Et puis ensuite, on arrive avec une bonne popularité avec Maladie Honteuse, mais on se rend compte que pour aller plus loin, on ne va pas réussir à franchir le pas international. Donc là, on rencontre une manager, on rencontre un producteur, on signe un contrat à Saint-Gall avec un producteur qui nous dit il faut travailler un répertoire en anglais et on va changer de nom, on va s'appeler Tabou. Voilà, Tabou, c'est le prolongement. C'était toujours en anglais. Alors, Maladie Honteuse, c'était tout en français. Exactement. On avait de temps en temps un peu des incursions en anglais, mais Tabou, ça a été complètement anglais, jusqu'au dernier album. Mais c'est un fondu enchaîné avec le même personnel qui va s'appeler Maladie Honteuse et ensuite qui va s'appeler Tabou. Le même groupe, mais un côté pro, une coiffeuse, un manager, un producteur, des road c'est ça, parce engineers. que comme moi, tu as rêvé en grand quand tu étais adolescent et que tu as commencé à apprendre la musique et à vouloir devenir une pop star. Cette façon d'aborder la musique à l'anglo-saxonne, c'est ce qui nous caractérise, je crois. Je pense totalement, toi et moi. Ouais. Voilà, alors c'est vrai, on veut d'abord faire comme ceux qu'on a adulés, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous a réunis, c'est bien le groupe Genesis qui est anglais, mais tu es devenu un peu un spécialiste S-Beatles dans le pays. Oui, c'est assez étonnant en fait, parce que c'est vrai que presque quand j'étais adolescent, puisqu'on était dans cette mouvance des années 80 et tout, de parler des Beatles, c'était un peu ringard. Et puis, c'est revenu très fortement dans les années 2000. Donc, oui, j'ai pris un peu cette image-là. Mais en fait, moi, quand j'avais 20, 30 ans, de parler des Beatles, c'était « ouh, ringard, ne parle pas de ça ». Et c'est vrai que moi, en tout cas, ce que j'appréciais vraiment beaucoup chez toi, c'était ce côté self-made man. Je fais des groupes, je participe à des groupes, mais j'ai tellement de choses à dire que, de toute façon, le groupe ou seul, j'en dis tout autant. C'est un peu ce qui nous caractérise, c'est qu'on a eu l'idée de faire des groupes, mais dont on était un peu les leaders, dans le sens où, exact, à l'instar de ceux qui nous ont influencés, on peut penser alors à Paul McCartney en solo bien sûr, mais après, alors pas Genesis pour le coup, là c'est pas le bon exemple, mais ce sera plus Sting et pas mal d'artistes qui étaient à la base de groupes, qui portaient des noms de groupes. D'ailleurs les répliques françaises comme Téléphone par exemple, c'était quand même un peu le même scénario, avec Jean-Louis Aubert qui prédominait dans la composition et l'écriture, et ça a donné des problèmes ensuite d'ego et de procès incroyables. Voilà, avec Pink Floyd c'est pareil, on a d'abord deux leaders, incroyable. Un seul qui est d'abord en retrait mais qui va arriver devant.
Tout ça, c'est malheureusement un problème qu'on croyait, toi et moi, éviter, parce qu'on était en Suisse, on s'est dit on va faire comme eux, mais mieux. Et on se rend compte que c'est malheureux, mais c'est toujours cette histoire du Graal. C'est la composition qui est une chose mystérieuse. On ne sait pas pourquoi certains en sont capables et pas d'autres, alors qu'on peut apprendre le violon, la batterie, de manière la plus rigoureuse possible. Mais composer, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas tellement. Oui, puis c'est un peu la fougue, le feu. C'est-à-dire que moi, les potes avec qui j'étais, ils composaient aussi un peu ou moins. Mais c'est vrai que moi, j'étais tout le temps, toutes les nuits, j'étais dans notre studio, j'étais dans notre local. C'était night and day, tout le temps. Eux, ils pouvaient lâcher pendant 2-3 semaines, etc. Donc en fait, ça devient stupidement une réalité. Ça devient stupidement une réalité, et je pense qu'on a vécu beaucoup d'écueils stupides, parce qu'en fait, vient se fighter l'ego, parce qu'on n'est pas reconnu pour qui on est, ou quelle place prends-tu. Mais si tu prends pas toi la place, elle ne sera pas prise par les autres. C'est vrai que c'est un peu la même sélection naturelle que dans la vraie vie. On pourrait presque dire ça, voilà. Ça fait bizarre, mais c'est... Alors, loin de moi de décrire négativement mes ex-amis, collègues, encore aujourd'hui, et pour certains... On n'a pas cité de nom. Non, on ne veut pas citer de nom, mais même je pourrais en citer où j'ai gardé d'excellentes relations, et beaucoup de gens sont très talentueux. Mais il y a une manière de se positionner qui fait que nous, je pense que toi et moi, on a une certaine urgence, et il y avait ce côté... On est dans un métier professionnel qui nous passionne, et c'est tous les jours, sinon ça n'a pas de sens. Moi, ça a commencé par les parents qui disent il va falloir que tu fasses un jour un métier sérieux. Et quand j'ai commencé mon premier groupe, c'est vrai que je disais à mes acolytes, on doit être beaucoup plus sérieux, travailler 2 fois, si ce n'est 10 fois plus que nos amis qui veulent faire banquier, parce qu'en Suisse c'est entendu de faire banquier, mais si on veut faire de la musique, alors qu'on pâtit déjà de l'image d'être des gens foutres, hein, comme on dit, des gens qui font rien et qui planent toute la journée. Alors ça ils comprenaient pas, mes collègues, que je sois aussi rigoureux. Mais on va aller sur ce qui a été déterminant pour ma modeste carrière par rapport à... Non, mais je trouverais bien, parce que tu pourrais parler de ton premier groupe, effectivement, là, ce serait intéressant. Alors, on va encore parler de mon premier groupe. Ouais, je pense que là, comment tu as mis le pied à l'étrier, puis ce qui t'a fait un peu décoller après. Alors d'abord, il y a comme toi un premier groupe qui s'appelle KGB, qui est pas assez déterminant, où on ne sait pas encore tellement qui fait quoi, et ensuite il va y avoir ce groupe que je forme avec Serge Moratel, qui est aujourd'hui un ingénieur du son reconnu, et un guitariste toujours aussi génial. Et on va former ce groupe avec un chanteur qui s'appelle Demiak, et puis on va dans un trio infernal, quoi, hein, comme beaucoup de trios qu'on a adorés. Nous aussi avoir l'ambition que tu avais avec Tabou. Et ce qu'on a peut-être en commun, sur en tout cas ton groupe Tabou, c'est cet amour pour la musique synthétique. Moi je suis batteur de formation, et toi t'es clavier de formation, et ensuite tu apprendras la guitare, comme moi j'apprendrai le piano, et puis on sait plutôt bien jouer 2 instruments, et puis après on en a un 3e, un 4e. On se débrouille avec beaucoup d'autres. Voilà, exactement. Et donc c'est vrai qu'on va tout orchestrer nous-mêmes, et avoir ces mêmes prétentions synthétiques, de mélanger la pop et la new wave, quelque chose qui revient aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut en parler de manière d'autant plus détendue. On est fasciné par les samplers, on est fasciné par tout cet avènement des synthétiseurs qui, pendant les années 80, a vraiment pas trop vieilli aujourd'hui, et c'est les années 90 qui ont commencé à poser un problème. Alors ce groupe Alésia, voilà, on va durer presque 10 ans, mais c'est vrai que tout comme toi dans le groupe Tabou, et c'est arrivé tellement de fois avant nous, tu l'as évoqué tout à l'heure, ces histoires de savoir se positionner dans un groupe, je vais être celui qui va moins dormir que les autres, je vais être celui qui va être plus présent que les autres, et c'est simplement parce que c'est un fait, c'est une personnalité. Et voilà, je créais, tu créais, et puis un jour, je suis venu te voir avec des maquettes, des démos, une fois encore, parce que quand on se voyait souvent à ce moment-là, quelques années après s'être rencontrés à la radio, on avait pour habitude de se faire écouter nos nouvelles maquettes. Et ce qui était bien, c'est qu'on se disait vraiment les choses comme on les sent. Absolument. Les trucs qui étaient intéressants, d'autres on aurait pu... Enfin, c'était assez franc de collier, assez cash, j'ai trouvé que c'était cool. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et c'était délicat, parce qu'on se disait parfois, il va dire ça parce qu'il est jaloux, il va dire ça... Bon, on ne sait jamais, mais on avait une assez bonne amitié pour être... Ouais, je crois que pour moi, ça n'a jamais causé un problème, quoi. Exactement. Et j'arrive avec... on est fin 2005... Après une histoire personnelle, souvent, hein, c'est le déclencheur, ces émotions qu'on peut vivre dans la séparation, dans le rejet, pas forcément seulement en amour, hein, ça peut être bien sûr, voilà, plein de choses. La fin d'un groupe comme Tabou ou Alésia. Et donc tu écoutes ces chansons,
que j'ai réalisé de A à Z, et tu me demandes spontanément, mais qui chante? Je me rappellerai toujours. J'ai dit, Yves, c'est moi. Et tu me dis, ah, d'accord, vraiment. Et c'était la première fois depuis qu'on se connaissait que tu t'es surpris de quelque chose que je te faisais écouter, et tu me demandes qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Et une fois encore... Ouais, c'est vrai, moi je veux dire qu'effectivement, là tout d'un coup, tu amenais quelque chose de totalement nouveau. Parce que je fais juste encore une parenthèse, tu pouvais amener, comme moi je faisais des chansons, je composais des chansons en français, des chansons en anglais, toi tu venais souvent avec des chansons en français extrêmement bien léchées et des chansons en anglais, et soudainement tu viens avec un répertoire qui a un son, qui a une couleur et qui a une voix totalement différente. Et là, je dis, là, attends, là, tu touches un truc où c'est... où, là, tu as trouvé quelque chose d'essentiel, où tu dépasses quelque chose que tu sais faire, parce que là, tu es en train d'investiguer quelque chose qui est vraiment nouveau. C'était tuer le père un petit peu. Ouais, c'était tuer le père. Mais psychanalytiquement. Ouais, exactement. On reconnaissait beaucoup trop, jusque-là, dans les choses qu'on faisait, en tout cas les miennes, les influences. Et c'est dans ton regard, justement, que j'ai vu mon changement. Et donc, à ce moment-là, tu me demandes ce que je veux faire de ces maquettes, et je te dis, une fois encore, puisque ça avait été le cas quand j'avais découvert des artistes avant ça, on y reviendra, mais j'allais chercher un chanteur, je voulais chercher quelqu'un qui interprète ces chansons. Et tu m'as dit, mais tu l'as trouvé, le chanteur. Et j'avais entendu ça comme une question et pas une affirmation. Je sais pas, ta tonalité de voix devait être assez neutre, et j'ai dit, bah non, je cherche encore. Et tu m'as répondu, mais tu l'as trouvé. Ouais. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait c'était une affirmation, et que ce projet Dorian Gray, je suis encore dans la peau de Dorian Gray aujourd'hui, était né chez toi ce jour-là. Ah, mais ça l'a peut-être juste révélé. Il était né chez toi, mais il était juste souligné. Il est apparu comme une photo qui se développe et qui arrive, quoi. C'est ça. C'est toi qui avais pris la photo, mais moi je l'ai vue parce que c'était comme ça qu'elle devait être. Les sons de guitare étaient nouveaux, étaient originaux. La façon de poser ta voix, le tout. Et c'était en plus très cohérent sur les 10 chansons que tu présentais. Voilà, c'est ce qui m'a surpris. J'ai dit, mais ça c'est vraiment un ami. Et après, tu m'as dit, mais il faut que tu enregistres ça avec ta voix, sinon je ne suis plus ton ami. Exactement. Ah non, mais il faut... Autant on a fait tellement de maquettes, de démos, toi et moi, qui sont restés sur des DAT, sur des mini-disques, sur des bandes Revox ou sur des MP3. Il y a un moment donné où tu dis non, ça, et ça m'arrive moi très souvent, tu dis non, ça, je peux pas le laisser dans mon studio. J'ai vraiment envie d'en faire quelque chose. Et comme moi, je suis quelqu'un qui a eu la chance de souvent avoir des productions qui sont sorties, des fois avec des chansons que j'aurais pas voulu produire. Et toi, ayant tellement de chansons que tu avais gardées au chaud, j'ai dit à un moment, ça, Soren, tu dois le produire, sinon je suis plus ton ami. Parce que, alors quel sens ça a si ça, tu le produis pas? Bien sûr, bien sûr. Et tu m'as même évident. Dit, je te prête de l'argent si tu as besoin. Absolument. Pour faire cet album. Et quand je suis rentré, j'étais vraiment abasourdi. Je me suis dit, bon bah Yves, il se met rarement dans cet état pour ce que je fais, parce qu'on a été élevé au grain des anglo-saxons les plus aguerris. Ouais. Donc pour que tu t'étonnes autant de quelqu'un dont tu as l'habitude, je me suis dit, bah, il doit y avoir quelque chose, et ça s'est confirmé. Quelques semaines plus tard, quand je me suis retrouvé chez Dave Richards, en fait, la 5e roue du carrosse du groupe Queen, comme George Martin était pour les Beatles, et puis d'autres ingé-sons qu'on connaît pour les groupes. Donc c'est vraiment cette pièce rapportée, mais qui est vraiment là, sur 4 membres, par exemple, le 5e, puisque ça va décider, cette personne va décider, comme dans la cuisine, trop de sel, pas assez de sel, si la chanson comme The Show Must Go On va avoir le son de Show Must Go On ou non. Et c'est ce personnage-là qui a mixé entre autres The Show Must Go On de Queen avec Freddie Mercury à la voix et tout le groupe aussi, qui va me recevoir chez lui, et je lui fais écouter également les maquettes que je t'ai fait écouter quelques jours auparavant. Et c'est là qu'il y aura un deuxième détonateur à l'échelle anglo-saxonne, où il va me dire mais qui a fait ça? Bon, alors je raconte cette histoire parce que tu n'y étais pas, sinon ça va paraître présomptueux. Et voilà, là il s'est emballé, il m'a dit justement quel est ce son de guitare, et je peux le révéler aujourd'hui, c'était pas un son de guitare du tout. J'avais travaillé pendant des jours, des heures, enfin des années, jusqu'à ce que tu disais qui dormait, qui s'est révélé dans ce bain de révélateurs photo, se révèle, quoi, qu'il y a tout d'un coup un son que j'ai trouvé, que j'ai appelé ensuite la Dorian Guitar. Et là il me propose de
de me produire et je trouverai des producteurs plus tard qui vont financer la deuxième version de mon album. La première étant celle-ci, je la montre. Ça, c'est ce que j'ai fait tout seul grâce à Yves, qui m'a pas prêté d'argent pour finir, je me suis débrouillé tout seul. J'ai fait presser ça en Pologne, c'est passé par l'Allemagne, j'ai reçu 500 disques CD à l'époque, alors que je travaillais chez un pote qui m'a viré ensuite parce qu'il m'a dit au lieu de faire le boulot que je te demande, tu t'occupes de ton album. Il n'y a que la pochette qui a été faite par une amie à Paris et tout ça s'était fait maison. Et ensuite, ça m'a amené vers des événements qu'on va rappeler plus tard, parce qu'il faut que je revienne vers toi maintenant. Puisque d'abord, Tabou, ce qui m'a beaucoup impressionné, quand on est encore dans ton adolescence ou tes jeunes années adultes, ça va quand même vendre énormément d'albums. Entre la Suisse et l'Allemagne, moi j'ai un chiffre qui est entre 50 et 100 000. Oui, finalement, notre producteur nous a lâché qu'on avait vendu entre 80 et 100 000 albums. On avait un contrat avec Bellaphone à Munich, puis ensuite on a eu avec Intercore à Stuttgart. C'est vrai qu'on a vendu beaucoup d'albums. On a fait 4 albums à Saint-Gall. Dans ce studio incroyable. Ouais, dans un incroyable studio. On a pu être mixé par quelqu'un d'incroyable. Les problématiques liées aux producteurs, c'est toujours la même chose. C'est comme dans l'édition pour le livre. Dès le moment où on possède l'argent, on va à ce moment-là avoir tout d'un coup cette mainmise sur le créateur qui devient tributaire de la production. C'est pour ça que cette première version d'album, je l'ai réalisée complètement tout seul et ça m'a mené ensuite vers des producteurs qui m'ont dit mais combien tu as besoin qu'on mette sur la table pour produire cet album de manière vraiment totalement professionnelle. On va y revenir parce que ce qui m'a surtout impressionné, que je n'ai pas réussi à titre personnel, c'est de vendre autant d'albums depuis la Suisse. Alors je pense qu'une grande partie c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne c'est un bon public, c'est certainement le public d'Europe qui accueille le plus les groupes étrangers. Incroyable, ils sont très pop eux. Alors nous on était très, ce qu'on appelait à l'époque techno-pop, mais qui n'est pas de la techno comme on connaît, mais qui avait ce côté tout électronique, comme tu l'as très bien dit pour Alésia. Et nous, c'était vraiment ça. Non, nous, c'est beaucoup en Allemagne qu'on a vendu énormément de disques en Allemagne. Ouais, c'est un public généreux. Surtout avec le single Sexy Girl et le single Prego. Et après, la vidéo de This is the World qui a vraiment explosé. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. On a vécu des trucs géniaux, quoi. On prenait l'avion pour faire une tournée dans toute l'Allemagne, dans tous les grands hôtels. On allait dans les Hyatt, etc. On allait faire des émissions de télévision, on rencontrait des gens. Non, c'était cool. Mais on s'est vite rendu compte que ça devait marcher à plusieurs niveaux et il faut que le producteur il tienne bien la baraque et qu'il y ait un groupe sain où il n'y ait pas, justement, on va revenir à 10 minutes de notre conversation, trop de problèmes d'ego. Ah oui, alors ça... C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Il faut que les groupes puissent fonctionner. Alors, on a beau le dire, mais quand on voit que nos pères se sont fightés, pour utiliser des mots, des anglicismes, dans les tribunaux, jusqu'à plus soif, et encore aujourd'hui, avec la succession de John Lennon au sein des Beatles, avec les droits de Paul McCartney qui ont appartenu, si c'est pas encore le cas, en grande partie à Michael Jackson, qui quand il avait les moyens a dit moi je rachète. Exact. C'est quelque chose qui est terrible et que, en tout cas par choix personnel, et c'est peut-être pour ça que j'avance à pas de loup et que j'ai fait beaucoup de choses différentes, mais jamais autant que je l'aurais espéré, c'est parce que j'avais pas envie de faire trop de compromis. Alors ça, on le paye aussi. Alors, pour ce qui est en tout cas de Tabou, moi, quand tu m'as expliqué cette histoire, c'était Montreux, on a ça en commun, on a joué tous les deux à Montreux. C'est des années différentes, dans des contextes différents, mais ce que je voudrais faire ressortir dans cette vidéo, c'est le destin incroyable d'Yves Berren et de Søren Sørensen sous les pseudonymes qu'on a habités, qui nous caractérisent aussi comme donc Yves Z, où tu es plutôt en français. Il y a eu totalement en français, mais De La Sarre et Tabou, c'est vraiment en anglais. De La Sarre et Tabou. Et moi, rien que ton parcours m'a surpris. Combien de fois tu m'as dit, je crois, l'inverse. Absolument. Et il va t'arriver quelque chose quelques années après moi, comme s'il y avait un mimétisme, ou comme si la fée qui s'était posée sur la tête de mon originalité, c'était posé sur la tienne. Moi qui vis à ce moment-là mon succès avec l'album Hurt by the Moon dans les médias et jusqu'en France et partout sur Internet, et ça va jusqu'en Chine, ça va jusqu'aux États-Unis, toujours dans un domaine un marché qu'on appelle un marché niche, et donc il n'est pas grand public, tout public, et qui est plus clivant que des musiques plus commerciales. Mais en tout cas, j'ai vécu une époque complètement folle. Quelques années passent. Alors il me semble, pour De La Sarre, on doit être en 2007.
Moi, je commence la composition de la SAR en 2006-2007. Voilà. Et puis, je vais produire l'album en 2010 qui va être distribué en Allemagne. Voilà. Et là, c'est la même chose qui est arrivée quand je suis venu écouter tes maquettes, tes démos. J'ai dit, alors là, je suis bluffé. C'est pas que je l'étais pas, jamais. Non, c'est pas le truc. Là, voilà, j'entends bien. tu comprends. C'est que je me suis dit, mon ami, que je connais par cœur, un peu comme si la personne qui habite avec la personne qui crée, elle finit par s'habituer à ce qui pour les autres est formidable et complètement exceptionnel. Et là, quand même, on arrive à faire renaître la magie, ce qu'on espérerait dans les couples. Comment faire renaître l'amour, etc. Et je me suis dit, waouh. Et là, tu avais pris le parti complètement acoustique, un peu comme Paul McCartney sur certains de ses albums, de tout jouer. Oui. En fait, ça va beaucoup avec le lâcher-prise. Et puis cet album, il vient en fait suite à un deuxième album que j'ai fait pour Yves Z, en français, où j'avais mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention, mais qui va... Où j'avais fait une ou deux batteries. Où tu avais fait des percussions et batteries, et c'était très très bien, très super, même on avait joué ensemble sur scène à cette occasion. Et vraiment avec quasiment aucun écho, très peu d'écho, et moi j'étais assez déçu, et c'est suite à des participations avec d'autres musiciens, qu'il y a un musicien, Rinaldi, qui est assez connu ici en Romandie, qui me dit, Pascal, il me dit, mais en fait toi, t'es pop. Et puis ça a été un repas bien arrosé, le déclencheur, où je me suis dit, mais en fait il a raison, moi ce que j'aime c'est la pop, c'est le rock pop, etc. Donc depuis 2006-2007, je me suis mis à lâcher complètement sur mes habitudes, et je me suis dit maintenant je vais me faire plaisir, et je vais avancer. Et c'est vrai que c'est hallucinant parce que j'ai produit un double CD. Je le montre aussi, je peux me permettre. Oui, bien évidemment. Donc voilà, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est encore sous cellophane celui-là, mais je l'avais fait un joli format, un peu DVD. Et il y a 2 CD à l'intérieur. J'avais vraiment envie d'en faire 2 CD, mais en fait, j'en ai fait le triple. Mais je me suis laissé totalement aller jusqu'au moment donné, j'ai dit ok, je fais les batteries, les basses, les guitares, le vocal, et je pense que là j'ai été assez authentique et j'avais besoin de retrouver quelque chose. Et moi je trouve que la création, ça va toujours avec quelque chose, que dès que tu lâches quelque chose en toi, ou que tu as vécu une super souffrance, un super écueil amoureux, ou dans la vie comme tu l'as très bien dit avant, et bien tout d'un coup ça fait émerger un truc en toi. Et si tu me permets la métaphore artistique, un Charlie Chaplin a créé ses œuvres les plus magistrales quand il n'avait plus un rond et qu'il cherchait des producteurs. Et ça, c'est quand même incroyable cette histoire. Et nous, on vit tout ça. On vit toutes ces réalités de l'artiste, des émotions, etc. pour arriver à faire émerger en nous, après les années, après tout le temps qui passe, toujours en parallèle, des choses qui nous touchent et qui nous surprennent l'un à l'autre. Et c'est vrai que cet album de la SAR, pour moi, il vient un peu aussi me rénover et me régénérer de plein de choses du passé. C'est ton point culminant, comme je pense que Hurt by the Moon est mon point culminant. Oui. On a remarqué dans les artistes qui nous ont influencés qu'ils ont tous un effet pyramidal, donc ils avaient ces marches qui les ont amenés à l'album avec un grand A, parfois 2, et ensuite ça redescend inéluctablement. Même Michael Jackson, qui n'aurait jamais dû le faire, si j'avais pu lui donner un conseil, mais pourquoi tenter de refaire aussi bien que Thriller quand on ne pourra jamais plus battre ce record, ni lui-même n'a pas pu battre son record. Donc je pense que Say et puis Hurt by the Moon, voilà, c'est nos 2 points culminants, et ces 2 aventures qu'on a vécues en solo et qui nous ont un peu dépassés malgré tout. Et c'est ce que je voulais surtout mettre en avant dans cette vidéo, c'est comment deux Genevois de naissance et Suisses romans, francophones, ont poussé, comme on dit l'expression, poussé le bouchon quand même, tellement loin que moi, en bluffant les médias, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la télévision nationale, au journal du 12-45, parce que j'ai écrit au nom de Soren en parlant de Dorian Gray, en disant que j'étais une petite société de production et qu'on avait un artiste formidable. Je faisais la même chose avec de la SAR. Tu vois, j'écrivais que j'avais tant de choses en Allemagne et que ça devait se passer aussi en Suisse, et copier-coller. Je l'apprends, ça, franchement on n'en a pas parlé. Et puis j'avais pris beaucoup d'exemples sur Jean-Claude Van Damme. Voilà encore quelqu'un dont on a rigolé surtout en France, mais qui a un parcours aussi inégalable, inégalé, et qui avait une fois dit qu'on pouvait mentir si c'était à bon escient. Donc un peu un mensonge à bon escient ou par omission. En tout cas, moi j'en voyais quelque chose dont j'avais eu un peu la certitude que j'avais pas trop à avoir honte de ce qu'on allait entendre grâce à ton retour, à celui de Dave Richards de Queen. Et puis effectivement, on m'a répondu assez rapidement.
venez au journal la semaine prochaine avec l'artiste. Donc tu es venu avec toi-même. Je suis venu avec moi-même en prétextant qu'on était un petit label. Ça n'a jamais été révélé, mais maintenant ils le sauront. Ouais. Et que voilà, on pouvait pas aller sur le plateau à deux et que je restais pour m'occuper du label et que l'artiste viendrait seul. Et à partir de là, tout a démarré et c'est devenu vraiment une espèce de fuite en avant. Toi, tu t'es retrouvé... Oui, tu voulais peut-être dire... mais je voulais dire un truc sur cet album, sur Heard by the Moon, c'est-à-dire, tu me permettras de citer que, quand même, un jour, tu reçois un mail où tu as un contact avec David Hallyday qui s'intéresse à tes chansons et qui te propose même d'être le batteur. Ton batteur. Absolument. Et franchement, ça c'est... Alors moi je trouve qu'il t'est arrivé un nombre de choses incalculables et incroyables qui t'ont dépassé mais qui sont arrivées comme ça, comme des cadeaux, parfois des cadeaux empoisonnés, mais en fait, en tout cas dans tous les premiers temps, des vrais cadeaux. Et tu rencontres David Hallyday qui va venir te voir, avec qui tu vas répéter, même à qui tu vas donner des concerts. Je trouve c'est quand même un truc de dingue. C'est presque le premier d'une longue série, même s'il y a eu la découverte de l'artiste international Duffy juste avant. Voilà. Et puis ça pourrait faire un long chapitre aussi. D'abord, je m'occupais toujours des autres. C'est toi qui as été un des premiers à me dire, mais tu tournes autour du pot, en fait, tu te cherches toi-même en allant chercher les autres. Oui, c'est vrai. Et tu l'as dit souvent, et mon amie Nathalie, qui est ma coiffeuse et ma visagiste, qui m'a changé le look au même moment où toi, tu me pousses à faire l'album, et qui va me dire, voilà, ses cheveux noirs avec ses yeux bleus, enfin, vous deux avez transformé le Soren timide que j'étais dans mon studio en Dorian Gray vindicatif sur scène. Et ensuite, d'ailleurs, on me prenait pour une personne avec cette personnalité-là. Et pas vraiment. Finalement, j'ai été dépassé par cette exposition et par ce succès. Et justement, ce mail que j'ouvre un jour, oui, et avec David Hallyday qui me fait cette proposition et qui vient. Et la presse va en parler avec abondance. C'est ce qu'il souhaitait pour moi. Il m'a dit, voilà, je vais pas financer ta musique, mais je vais y participer et ça donnera un coup de projecteur sur ce que tu fais. Mais ça a été pareil avec l'animateur star des années 80 d'MTV, Ray Cox, bien sûr. Que je salue, qui a été récemment malade et qui a frôlé la mort et qui s'en est sorti, qui habitait entre autres en Allemagne, qui est un bilingue et il parle bien le français. Il avait travaillé sur Canal+ et sur France Télévisions. Et lui aussi répond à un de mes emails où je le sollicite comme tellement d'autres musiciens. Et il me dit, bah voilà, je serai au Caprice Festival en Suisse et je fais une interview sur France 4 de toi et tu joues en direct avec le piano. Tout ça, ça a débouché sur ensuite le Paléo Festival et ce que j'appelle le Grand Chelem, d'avoir fait les 4 grands festivals de Suisse romande, dont un est un des plus grands festivals du monde, Montreux, où toi tu joues également. Absolument. En quelle année c'était, on peut le dire? Ah oui, on peut dire, à l'intérieur, j'ai joué 2 fois, mais une fois à l'intérieur, en 1994, quand j'ai... En 94. En 94. Pour la promotion de l'album Love is Number 7. D'accord, alors ça c'est une programmation officielle. C'est vrai que quand tu dis jouer dedans, Montreux c'est un festival assez onéreux qui se trouve dans ce petit pays la Suisse. Il faut pouvoir passer des nuits d'hôtel si on vient de l'étranger. C'est sûr. Donc on est assez privilégié quand on peut y aller et on est encore plus privilégié quand on peut y jouer. Et il y a effectivement une scène ouverte qui n'est pas si ouverte que ça parce qu'il faut quand même être programmé. Absolument, il faut être sélectionné. Ouais, voilà, il faut être sélectionné mais c'est à l'extérieur. Et puis c'est vrai qu'on joue un petit peu à l'heure des saucisses et des crêpes. Oui, mais c'est assez bien organisé, je trouve. Music in the Park, par exemple. Music in the Park. Il y a aussi The Rock Cave. C'est vraiment des bons endroits. Je crois que c'est là que tu as joué. J'ai joué au Rock Cave avec un duo que je formais avant. Très bien. Moi, j'ai joué avec la promotion de mon album Pas de tabou, justement, avec Yves Z. Mais bon, écoute, c'est des excellents souvenirs. Mais je peux raconter une anecdote avec Love is Number 7. Ou tu voulais encore peut-être absolument, on est là pour ça. Ok, c'est très bien. Non, alors moi, il m'arrivait un truc incroyable avec la production, avec ce morceau, Love is Number 7. En fait, on avait produit l'album, et puis il était sorti. Et à un moment donné, ça c'est un peu sur la fin de Tabou, j'ai Victor, notre producteur, qui dit, écoute, j'ai tout rénové le studio. J'ai acheté une nouvelle table de mixage. Maintenant, je veux vraiment qu'il y ait de l'international qui vienne chez nous, des producteurs. Donc, il sollicite 7 ou 8 grands producteurs. Et un jour, il y a Hugh Patcham qui lui répond. Hugh Patcham, c'est Genesis, c'est Paul McCartney, c'est Police, etc. Il lui dit,
oui, je suis intéressé de venir mixer. L'un de mes héros. Oui, absolument. Et on peut dire que c'est un de nos héros. Ouais. Et pas un zéro, mais nos héros. Ouais. Parce que vraiment, il a mixé des disques de Genesis, en plus qu'on adule particulièrement. Ça n'a pas vieilli. À part ça, Et je mettrai des références pendant qu'on parle. Il y a un son de ouf, et c'est vraiment incroyable. Ouais. C'est un précurseur, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent. Et il dit, présentez-moi quelques artistes de votre studio. Et Victor présente 5 ou 6 artistes, notamment Taboo, Love is Number 7. Et Victor m'appelle quelques jours plus tard et dit, écoute, Yuba Cham a choisi de remixer la chanson pour tester le studio Love is Number 7. C'était quel studio? C'était le studio, le Mountain Studio. Non, pas le Mountain Studio, j'ai des bêtises. C'était le Justement, parce Master. Non, c'est Mountain, ça montre. Le Mastertone Studio à Saint-Gall. Et ce Mastertone Studio, qui voulait vraiment monter d'un ton au niveau de la notoriété, va avoir Yuba Cham qui vient pendant 3 jours. Et on se rencontre. Il met les bandes, parce qu'à l'époque c'est du 24 pistes, etc. Il met ça, très gentil, vraiment extrêmement sympathique. Et il me demande à la table de mixage de m'indiquer où sont les pistes, où est le drums, où est les guitares, un peu la signification et tout et tout. Et puis il dit OK, it's alright. Et il s'asseye sur la chaise. Et moi je vais m'asseoir derrière lui, à 3 mètres derrière lui sur un fauteuil. Et après 20 minutes, après qu'il ait essayé déjà plusieurs choses, il se tourne vers moi et puis il dit « S'il te plaît, est-ce que tu serais d'accord de partir parce que j'aimerais travailler seul, mais je t'appelle quand j'ai terminé. » Ok. Je trouvais que c'était dommage, mais qu'il avait bien raison. Il pouvait se le permettre. Il pouvait se le permettre pour le numéro que c'était. Et je suis sorti du studio et pendant 2 jours et demi, j'ai erré dans Saint-Gall sans aucune nouvelle, à part que je le voyais le soir pour aller manger avec lui et Victor. Et à un moment donné, il m'appelle et il me dit, voilà, tu peux venir. Il m'asseye sur son siège d'ingénieur, de mixeur, et play. Et là, je dois dire, j'ai compris ce que c'est la main d'un grand, ce que c'est la main d'un metteur en scène de ta propre musique. C'est-à-dire qu'il a fait mieux que ce que j'aurais imaginé moi-même. Et j'ai compris pourquoi des grandes stars, des grands groupes continuent à travailler avec des producteurs, parce que c'est comme un metteur en scène. On peut prendre un des plus grands comédiennes, des plus grands comédiens, s'ils ne sont pas mis en scène, ça ne le fait pas. Exactement. Et ça a été un cadeau de la vie, et du reste, on en a fait un single. Et ce Love is Number 7 a eu son succès d'estime, mais j'ai pu être mixé par Yuba Cham, et franchement, pour moi, c'était juste extraordinaire. C'est une des choses qui m'a impressionné quand je t'ai rencontré, parce que j'ai aussi eu comme beaucoup de musiciens de ras des studios, avant de me montrer avec le personnage d'Oriane Gray, cette passion pour le son, pour savoir qui a fait quoi. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Il y a quelques jeunes youtubeurs qui font des vidéos sur des gens comme Yuba Cham ou des ingénieurs du son, des gens qui sont derrière la caméra justement, pour expliquer à leur génération l'importance que c'est. Sauf que depuis que tout un chacun est devenu un producteur avec un Mac, des plugins et le matériel, ça c'est un petit peu mort, comme le management est mort. On n'a plus vraiment toute cette chaîne de production. C'est bien, c'est pas bien. Moi je dirais qu'on est vraiment à 50-50. On est à 50-50 parce que, en fait, bon, je ne sais pas si tu es d'accord, mais pour moi il y a vraiment un côté de rentabilité. Et en fait, il n'y a que le pognon. Ça, on est d'accord. Il y a l'artistique qui passe toujours, évidemment, mais il faut que ce soit rentable rapidement, il faut que ça donne. Donc, on est sur le MP3, on est sur le single, on est... Voilà. Alors ça, c'est sûr que c'est encore un autre débat complètement... qui pourrait durer des heures, parce qu'on a passé quelques générations, et puis on est quand même encore, comme on dit, dans la place, c'est-à-dire que, voilà, moi, je gère 7 Instagram. Non, mais toi, c'est incroyable. Mais moi, je trouve que tu as vraiment une destinée à rencontrer des personnes, des stars, des gens, des personnes de renom, avec qui tu rentres presque en amitié, parce qu'il y a un flash sur ta personne, parce que, comme moi, j'ai flashé sur ta personne, parce qu'il y avait tout de suite un côté qui dépassait l'amitié, il y avait un côté amical, mais qui en même temps était presque envoûté, et je pense que ces personnes-là, tu les prends comme ça avec toi. Et je dois dire, franchement, je sais que parfois c'est un peu, ça devient difficile, et peut-être pour eux aussi, parce que tu es une énigme, mais tu es une énigme positive, et tu as rencontré des gens aux États-Unis, tu rencontres des gens en France, et tu t'es fait tout un réseau de gens extrêmement connus, extrêmement talentueux, que tu as marqué. Et ça, je trouve ça fou.
Je trouve ça fou. Je sais pas comment rebondir là-dessus. Non, parce que c'est vrai. Parce que moi, de l'extérieur, qui te connais très bien, on se fait des confidences, on se connaît, tu me racontes des choses. Je me dis, waouh, c'est fou, quoi. Il faut qu'il y ait un second Heard by the Moon, qu'il y ait quelque chose qui puisse surpasser ça, parce que ce serait amplement mérité. Bon, ouais, évidemment, merci Yves. Et donc ça m'a poussé, à force que... je crois que tu me l'as dit peut-être une fois, mais en tout cas, c'est venu par d'autres gens aussi. L'un des derniers bastions que j'avais pas encore osé prendre en main et avec lequel je crée aujourd'hui, c'est l'écriture. Moi, j'ai fait de la vidéo, de la photo, tous ces héritages familiaux, puisque ma grand-mère était ce mannequin aux États-Unis dans les années 60, pin-up, campagne Coca-Cola, les plus grandes marques placardées dans les 50 États. J'en suis fier, je mettrai aussi les liens. C'est elle qui plane sur moi toujours et que j'ai envie de, si elle est là-haut ou je ne sais où, et qui me regarde, que j'ai envie de satisfaire, qu'elle soit fière de moi. Mon premier album, le deuxième, qui s'appelle Two Faces, qui est sorti en 2012. Tous ces albums sont dédiés à elle, les singles, enfin tout ce que je peux faire. Et c'est vrai que j'ai pas, ça peut être entendu de deux manières différentes, ce que tu as dit. J'ai pas cherché à rencontrer des gens parce qu'ils étaient connus. Non, je sais. Mais parce qu'ils m'ont apporté quelque chose, et aussi souvent pour collaborer. Tout simplement, je cherchais à collaborer. Non, puis ils t'ont donné leur attention. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils t'ont croisé puis ils se sont dit c'est qui lui. Non, ils t'ont donné leur attention. Tu les as pas laissés indifférents. Et ça, c'est la grande différence avec, entre guillemets, le commun des artistes. Et j'ai quand même envie aussi de faire encore une petite virgule. Il y a quand même ce fardeau de l'artiste helvétique. Alors on va pas se complaindre ici parce qu'on a aussi la chance d'avoir vécu beaucoup de choses. On a cette chance. Et on a une grande chance. On n'a pas été perdu dans les banlieues de Seattle, de Soho, dans des histoires glauques et tout. Mais en même temps, il y a ce côté artistique qui est très difficile à faire valoir et à trouver des portes d'envolée. Sur la Suisse, parce que quand tu as fait le tour de la Suisse et tout. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à ces gens qui t'ont donné de l'intérêt. Parce que je me suis présenté sous d'autres de mes origines quand il avait besoin de le faire. Parce que je voulais pas pâtir d'une origine qui a pas bonne presse dans le milieu de la musique. Parce que par exemple, pour faire du cigare ou aller acheter un bon cigare, je prends toujours cet exemple, ça va être la Havane. Voilà, et pour la musique pop, on va aller plutôt chez les Anglais. Bien sûr. Pour la musique soul, on va plutôt aller aux États-Unis. Voilà, c'est les grandes destinations. Et pour la mode, ça va être les fameuses 4-5 grandes villes qu'on connaît, Paris, Milan, Londres, etc. Donc oui, j'ai vécu cette vie assez folle qui a poussé plusieurs personnes qui m'ont convaincu d'écrire. En ce moment, j'écris un livre, on verra si ça sortira, mais sur cette destinée que tu as exprimée là. Alors après, ça fait name dropping si je dois commencer à sortir tous les gens. Non, mais ça, tu verras s'ils viennent sous ta plume, à quel moment tu choisis de les citer. Ah, dans le livre, je le fais, et parfois je change les noms, mais c'est vrai que dans l'aventure d'Oriane Gray, il y a d'abord David Chose the Queen, ensuite il va y avoir David Hallyday qui va venir jouer avec moi. Je vais rencontrer aussi aux États-Unis Lee Kureri, qui est le clavier, un des rôles principaux de la série Fame, des années 70-80, qui a donné naissance ensuite à toutes les répliques plus modernes, Glee et autres séries de jeunes bachelors de la musique. Et lui, j'arrive à le rencontrer sur un coup de bluff aussi. Et je vais me retrouver dans son studio à Marina del Rey, à Los Angeles. Et il va me dire un truc très très important, et c'est ce qui t'est arrivé avec De La Sarre. Il m'a dit, tu as quelque chose... Bon là, je suis obligé de le citer parce que tu n'étais pas là, alors ça ne veut pas être présomptueux de nouveau dans cette vidéo, mais tu as quelque chose que les artistes sont tous en train de chercher, c'est la cohérence entre ce que j'entends de toi et ce que je vois. Oui. Ça fait un tout. Ce tout, c'est grâce à Nathalie, mon amie coiffeuse, et toi, qui est là au bon moment, comme ça en stéréo, à me prendre en sandwich dans l'idée qu'il faut absolument que je défende ma musique en mon nom et que je passe de l'arrière-scène et du studio devant. Et moi, ça m'a pris de court. J'ai d'ailleurs dit dans beaucoup d'interviews que j'étais chanteur par accident sur le tard et on ne me croyait pas. Parce qu'on m'a beaucoup parlé de ma voix. Ma voix, elle me servait qu'à faire des maquettes, quoi. Donc, ce qu'on a connu les deux, en tout cas, c'est un album important qui nous a fait voyager, qui nous a fait rencontrer des gens. On a connu tout le processus d'enregistrement professionnel, on a connu le management, on a connu les attachés de presse, on a connu tout un monde qui est en train de disparaître
à bon escient, à mauvais escient, je peux pas encore le dire. Moi, j'aime beaucoup être aussi seul dans mon studio, à bidouiller mes chansons, puis à les produire complètement. Mais on a connu moi j'ai connu depuis la bande Revox 2 pistes, en passant après le 4 pistes, après j'avais eu un 8 pistes, après j'ai eu un 16 pistes, après on était en studio, 24, 48 pistes, et puis après tu faisais tout en digital, et puis aujourd'hui tu fais tout en studio à la maison, puis tu fais ton mastering dans des bons studios, etc. Donc on est dans un monde qui change complètement. On faisait du vinyle, on s'arrachait les vinyles, après on a fait du CD, on s'arrachait les CD, et puis aujourd'hui on s'arrache pas le streaming, mais il est là, et puis c'est un monde qui est totalement différent. Aujourd'hui j'ai l'impression, moi quand j'avais 16 ans, 20 ans, quand on me disait tu fais quoi, je disais mais je suis musicien. On me disait t'es musicien, c'est cool. C'était l'étonnement. Mais tu fais de la musique. Ouais. Et puis après tu racontes des choses et puis les gens te disent mais c'est incroyable. Encore dernièrement, j'ai montré à certaines personnes un petit bout de mon parcours parce qu'on m'a demandé lors d'une séance de le faire. Du coup j'ai un collègue qui me dit je suis assis à côté d'une star. Je dis non, je lui dis Guillaume, non, t'es pas assis à côté d'une star. T'es assis à côté de quelqu'un qui a fait un parcours. Un certain parcours et qui a traversé les techniques, les technologies et qui a touché un peu à tout. Et ça, c'est cool. Et qui se porte pourtant encore très très bien. Qui se porte bien, c'est tout. Mais à partir de là, non. Je pense que moi, je suis content. De toute façon, c'est d'avoir fait le parcours. Évidemment, s'il y avait eu la célébrité, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais il y en a eu il y en a eu certains moments, il y a eu des bouts de célébrité. Alors justement, je voulais te poser une question. Si tu pouvais le qualifier, quel est le point culminant pour toi de ta carrière ? Est-ce que ça peut être une télévision, un nombre de spectateurs, un nombre de publics, une anecdote, un moment ? Alors il y a eu effectivement, quand tu es remixé par l'une de nos idoles, quand je rencontre Dave Richards aussi, on a rencontré chacun des ingénieurs du son prépondérants qui nous ont mis sur la bonne voie. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Le point culminant. Alors, il y a le côté live. Le côté live, c'est aussi d'avoir fait des grands festivals. Le plus impressionnant, c'était l'Open Air de Saint-Gall, quand on a joué devant 20 000 personnes. Alors là, j'ai vraiment eu... Waouh, je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire, ça te donne une force, et moi je peux comprendre que ça devient une drogue pour les artistes parce que ça te magnifie. Là j'ai trouvé ça extraordinaire, et puis après on a eu beaucoup de tournées, mais de jouer devant 20 000 personnes, non, c'est arrivé une fois, et c'était un point culminant live. Après, des points culminants de télévision, il n'y en a pas vraiment, il y a plutôt des séries. Voilà, mais moi je retiens 20 000 personnes, je retiens quasiment 100 000 albums, et je retiens... Montreux Jazz Festival, dont l'affiche est juste là. On l'a laissé, d'autant plus qu'on l'a fait tous les deux. On l'a fait les deux, ce festival. Est-ce que tu peux aussi dire, et là, on ne fait pas de lèche, comme on dit, mais, parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais moi, c'est un festival où j'étais peut-être celui où j'étais le mieux reçu, et le mieux pris en charge, et le mieux respecté. Très, très professionnel, très respectueux. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est... Moi, je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit, ce mec à L.A., que tu as dit, Lee Kureri. Ouais, Lee Kureri. Je trouve qu'il a raison de dire que l'artiste fonctionne bien et faire corps avec fait corps avec son art. Absolument. Et moi, je pense que j'ai pas toujours fait corps avec mon art. Je me descends pas du tout. Moi non plus. Je pense que j'ai plein de choses très très bien, mais c'est ça en fait la magnificence absolue, c'est de pouvoir à un moment donné, et c'est aussi de pouvoir être dans un pays qui y croit, c'est à un moment donné de gens qui mettent une force sur plusieurs années pour te donner la possibilité de... Je pense que toi, Soren et moi, on a vraiment, nous deux, fait un parcours incroyable sur plusieurs années où on a effectivement touché à tout, mais peu le savent. C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Et puisque tu me poses la question, mais je fais exprès, mon point culminant, je pense que c'est... J'allais y venir, mais je te pose la question. Et pour toi, Soren, quel est ton point culminant ? Ne serait-ce que simplement parce que c'était ce qu'il y avait de plus répandu en termes d'audience mondiale, c'était l'Eurovision. Alors, ça s'appelle effectivement Eurovision, mais c'est retransmis dans énormément de pays du monde, comme le Canada, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays. Et un jour, alors que je suis démuni, au chômage, que ma petite amie vient de me quitter, que je suis encore tout jeune, je vais postuler avec une chanteuse, parce qu'à ce moment-là, j'étais de nouveau dans la dynamique où je ne voulais pas, moi, aller au charbon, mais j'en avais fait la musique, les paroles, la production. J'envoie à la télévision nationale, c'est toujours la télévision du pays qui s'occupe de gérer l'Eurovision,
Et je savais qu'il recevait des centaines, des milliers de maquettes, de démos chaque année pour de gens qui voulaient, des aspirants à l'Eurovision. Et un matin, même vers midi, quand je dormais encore, je me fais réveiller par un téléphone de la télévision et on me dit que j'ai été sélectionné. Et je passe du chômage, d'un appartement miteux dans un quartier assez miteux de la ville de Genève à la presse et à aller dans un pays nordique représenter mon pays comme aux Jeux Olympiques pour les sportifs. Exact. Avec une chanson, alors que je me suis souvent entendu dire en famille, puisque tu n'as pas réussi tes études, tu n'iras pas très loin. Ce qui est vraiment aussi un peu dur à dire à la caméra, mais je trouve terrible, voire criminel, qu'on dise à son enfant quoi que ce soit qui le décourage. Absolument. On est d'accord. Ah, mais absolument, on ne doit jamais décourager son enfant à moins qu'il se drogue. Mais absolument. On doit le décourager de la drogue surtout, mais pas de la vie. Mais pas de la vie, et pas même ce qu'il fait se pousser à se droguer à la limite. Exactement. Ça se discute. Mais on doit faire une deuxième vidéo parce que Exactement. Yves et moi, on a tellement à dire et ça pourrait se décliner sur plusieurs versants. Mais ce que je voulais vraiment, et on le répète encore une fois, mettre en exergue aujourd'hui, c'est que puisque je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de featuring aujourd'hui, on est dans une époque où les artistes sont rarement seuls. Alors il y a le temps qu'Ed Sheeran fasse son succès, puis ensuite il va faire des featuring. Exact. Donc des artistes vont le rejoindre sur ses propres chansons, il va écrire pour les autres. On est à une époque où on n'a plus le temps d'accorder de l'attention à qui que ce soit, à quoi que ce soit, plus de quelques secondes. Et même les plus grands se disent, bon, on va allier nos forces. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'échelle de la petite Romandie, là au centre de l'Europe, sans être dans l'Europe, pour démontrer que des gens qui en voulaient vraiment, toi et moi, ont quand même fait un sacré putain de parcours. Alors ça c'est sûr et certain, j'ai pensé pendant que je t'écoutais. En fait c'est vrai que moi tout le parcours depuis Maladie honteuse avec Lausanne Bouge, il n'y avait aucune salle de concert. La Dolce Vita n'existait pas, il n'y avait rien où on allait poser nos affiches. On a fait tout ce parcours et après on a eu ce côté international et toi aussi. Et je veux dire, on n'est pas beaucoup à avoir défriché tout ce terrain en Suisse. Non, je pense que vraiment ça se compte sur les doigts d'une main et que très immodestement, mais je profite parce qu'on est deux seuls, ça serait délicat à dire, mais je me suis dit si Yves et moi, on est ensemble dans la même pièce et on explique, on balance un petit peu tout ce qu'on a fait, certains chiffres, juste parce qu'en ce moment, on n'a rien d'autre à faire que de regarder dans le rétroviseur, même s'il faut avoir des projets, mais bon, pandémie, tout ça, on le sait. Oui, puis les projets, il y en a toujours qui sont là en jachère, quoi. Ça, c'est je sûr. sais que tu composes toujours, et voilà. moi, j'ai et mes toi centaines et mes milliers de chansons. Mais bien sûr, et puis tu vas en faire encore d'autres, et à un moment donné, il y aura un nouvel album d'Orion Gray. Oui, alors justement, est-ce que tu as une actualité ou est-ce qu'on n'en parle pas ou est-ce on n'en a pas en ce moment? Est-ce qu'on peut dire qu'on est simplement Moi, j'ai pas envie qu'on parle d'actualité maintenant, parce que je pense que j'ai envie qu'on parle de ce qu'on est et de ce qu'on a vécu. Et c'est pas du tout rétro, ni... Non, voilà, ça fait partie de présenter aussi nos deux personnes. Alors, et puis nos personnes et nos personnages. Pour terminer, ton album... beaucoup de tes albums, mais en tout cas les deux albums qui sont pour moi le point culminant de nos deux carrières respectives, à savoir Say et puis Hurt by the Moon, qui est malheureusement pas celui-là, mais j'ai même pas l'autre, toi non plus, c'est non, dans ma cave quelque part. Tu me l'as jamais donné. Hein. Oui, d'accord, on va mettre, de toute façon je vais faire des incrustations sur la vidéo. Tous ces travaux dont on a parlé sont disponibles sur les plateformes de téléchargement légales. Absolument, ils sont sur sur Spotify, Deezer, etc. Ils sont même sur les sites de groupes. Voilà. On peut même commander le vinyle ou le CD Voilà. pour certains albums. Ouais. Très bien, je vais de toute façon mettre tous les liens à la fin de cette vidéo et sous la vidéo également. Allez regarder tout ce qui est écrit sous la vidéo, tous les crédits. N'oubliez pas de suivre la chaîne en cliquant sur la petite cloche, en likant le maximum de vidéos sur cette chaîne. Yves, merci beaucoup. Soren, merci beaucoup. Et à bientôt peut-être pour la suite. Exactement. It's alright. Ciao, bye bye. Ciao.